Vladimir Lénine. Rien que ce nom, ça évoque tout un tas d'images, n'est-ce pas? La révolution, le communisme, des bouleversements, bref, tout ce qui a vraiment redéfini une époque entière. Alors est-ce qu'on le voit comme un libérateur ou plutôt comme un tyran? Bon, peu importe le camp, une chose est sûre. Il y a très peu de personnages qui ont laissé une marque aussi profonde, aussi durable sur le XXe siècle. Et pour vraiment saisir l'ampleur de son influence, il y a un fait assez incroyable quand on y pense. Ça fait plus de 100 ans que son corps, embaumé, est là, exposé au public, dans un mausolée, en plein cœur de la place Rouge à Moscou. La question qu'on se pose, c'est mais qui était cet homme au juste pour qu'on lui rende un tel hommage? Alors, dans cette analyse, on va retracer tout son parcours. On va commencer par ses origines, quand il s'appelait encore Ulyanov, jusqu'à son ascension en tant que Lénine. Ensuite, on plongera dans la Révolution d'octobre, puis la création de l'État soviétique. On parlera aussi des pages plus sombres, la terreur, la famine. Et on terminera, bien sûr, sur son héritage qui est, on peut le dire, extrêmement controversé. Allez, c'est parti. Notre histoire commence avec un jeune homme, un certain Vladimir Ulyanov. Et pour comprendre comment il est devenu Lénine, il faut savoir que sa vie a été marquée par des chocs, des événements vraiment profonds qui l'ont, en quelque sorte, poussé presque inévitablement sur le chemin de la Révolution. Donc il naît en 1870, et sa jeunesse, elle est vraiment frappée par la tragédie. L'année 1887, c'est une année charnière pour lui. D'abord, son grand frère, Alexandre, est exécuté. La raison, il avait comploté pour assassiner le tsar. Et la même année, deuxième coup dur, Vladimir lui-même se fait renvoyer de l'université parce qu'il participait à des manifs. Imaginez le choc. C'est vraiment la combinaison de ces deux événements qui va forger sa haine du régime tsariste. Et cette radicalisation, on la voit très bien dans cette citation. Des années plus tard, on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale, et lui, sa proposition, elle est, disons, radicale. Pas de demi-mesure. Il veut tout simplement transformer ce qu'il appelle la guerre impérialiste en une gigantesque guerre civile à l'échelle de l'Europe. D'un côté, le prolétariat, de l'autre, la bourgeoisie et l'aristocratie. À partir de là, il se plonge à corps perdu dans le marxisme. Et au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, ces idées, elles ne passent pas pour tout le monde. Elles sont trop intransigeantes. Résultat, ça provoque une scission, une rupture dans le parti. Sa faction à lui, celle qui finit par obtenir la majorité lors d'un vote super important, va prendre le nom de bolcheviks, ce qui veut dire les majoritaires. Et bien sûr, le chef incontesté de ce groupe, c'est lui. Ok, maintenant, faisons un saut en avant. On arrive en 1917, l'année cruciale. C'est le moment où toutes les théories révolutionnaires de Lénine vont se confronter à la réalité. Et quelle réalité? Une Russie en pleine guerre, complètement explosive. À ce moment-là, Lénine est en exil en Suisse. Et quand il apprend que la révolution de février vient de renverser le tsar, il sent que c'est sa chance. Le plus fou dans l'histoire, c'est que c'est le gouvernement allemand, oui, l'ennemi juré de la Russie en pleine guerre, qui va l'aider à rentrer. Pourquoi? Les Allemands se disent, et ils n'avaient pas tort, que Lénine allait semer un chaos monumental en Russie. Il traverse donc l'Allemagne dans ce qu'on a appelé le fameux train plombé. À peine le pied posé en Russie, il ne perd pas une seconde. Il balance son programme, un programme ultra radical, les fameuses thèses d'avril. Et là-dedans, il y a du lourd. Arrêt immédiat de la guerre, tout le pouvoir doit aller aux soviets, c'est-à-dire les conseils d'ouvriers et de soldats, nationalisation de toutes les terres, de toutes les banques, de toutes les industries. Pour beaucoup de gens à l'époque, c'était de la pure folie. Mais pour ses partisans, c'était exactement l'appel à l'action qu'ils attendaient. Et de l'action, il va y en avoir. En octobre, les bolcheviks passent à l'attaque. C'est l'insurrection. Leurs gardes rouges prennent le contrôle de tous les points stratégiques de Pétrograd. Ponts, gares, télégraphes. Le croiseur Aurore tire un coup de canon à blanc, c'est le signal. L'assaut sur le palais d'hiver est lancé. Les ministres du gouvernement provisoire sont arrêtés. Et voilà. Les bolcheviks annoncent au monde entier la naissance du tout premier État communiste de l'histoire. Bon, prendre le pouvoir, c'est une chose, mais le garder, ça, c'est une autre paire de manches, et c'est là que ça devient vraiment compliqué. L'idéal révolutionnaire va se prendre en pleine face la dure réalité. Une guerre civile terrible qui s'annonce, et l'hostilité de presque tous les autres pays. Et pour garder ce pouvoir, Lénine ne va pas faire dans la dentelle. Il agit de manière impitoyable. D'abord, il dissout par la force l'Assemblée constituante, qui avait pourtant été élue démocratiquement. Ensuite, il signe ce traité de paix humiliant avec l'Allemagne. Puis, il mène une guerre civile absolument sanglante contre les armées blanches anti-bolcheviques, et il la gagne. L'étape finale, il établit le Parti communiste comme le seul et unique parti au pouvoir. Le coût de tout ça, il est juste immense. Rien que le traité de Brest-Litovsk, regardez ces chiffres.
La Russie perd plus d'un quart de sa population, un tiers de ses terres agricoles, les meilleures en plus, et presque 30% de son industrie. C'est un prix exorbitant, mais pour Lénine, c'était le sacrifice à faire, absolument nécessaire pour sauver la révolution. Mais le prix du pouvoir, il ne se compte pas qu'en territoire. Il se compte aussi et surtout en vies humaines. On entre dans une période de politiques économiques radicales et d'une brutalité qui devient officielle, institutionnalisée. Pour écraser toute forme d'opposition, le régime lance ce qu'on appelle la terreur rouge. Et attention, là, on ne parle pas de quelques actes de violence isolés. Non, c'est une véritable campagne de répression d'État organisée par la police secrète, la fameuse Tchéka. Et ça voulait dire quoi, concrètement? Arrestation massive, emprisonnement dans les premiers camps de concentration et exécution sans aucun procès. Le bilan humain, il est juste effroyable. Alors les chiffres exacts sont encore débattus par les historiens, mais certaines estimations vont jusqu'à 140 000 personnes exécutées pendant la Terreur rouge. 140 000. C'est là qu'on comprend que la violence n'est plus un accident de parcours, c'est devenu un véritable outil de gouvernement. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la politique économique, le communisme de guerre. Une des mesures phares, c'était la réquisition forcée des céréales chez les paysans. Le résultat, une catastrophe absolue. Ça a provoqué la grande famine de 1921-1922 et les chiffres sont terribles, on parle d'environ 5 millions de morts. Face à cette situation, l'économie qui s'effondre, les révoltes qui grondent partout, Lénine va montrer un côté pragmatique. Il fait machine arrière. Il abandonne le communisme de guerre et lance la nouvelle politique économique, la NEP. En gros, c'est un recul stratégique. Il réintroduit une dose de capitalisme. Les paysans ont le droit de vendre leur surplus et les petites entreprises privées sont de nouveau autorisées. C'était une pause pour sauver le régime. Tout ça nous amène tranquillement vers la fin de sa vie et à la question qui hante encore aujourd'hui son héritage. Alors comment est-ce que l'histoire se souvient de Lénine? Plutôt comme un saint ou comme un démon? Dans ses tout derniers écrits, ce qu'on appelle son testament, il sent le vent tourner et il met en garde ses camarades contre un homme en particulier, un certain Joseph Staline. Il dit de lui qu'il est trop brutal et il propose carrément de le virer de son poste de secrétaire général. Un avertissement qui, comme on le sait, n'a malheureusement pas été écouté. Et cette division, on la voit partout. Son image est complètement double. D'un côté, voilà, le père fondateur de l'URSS, honoré, son visage gravé sur les pièces de monnaie, et de l'autre, le tyran. Celui dont on déboulonne les statues avec rage, comme ça a été le cas massivement en Ukraine après 2014. Deux visions totalement opposées. Et aujourd'hui, qu'en est-il? C'est ça qui est fascinant. Un sondage très récent en Russie montre que, malgré tout ce qu'on vient de dire, une majorité écrasante, 67%, pense qu'il a joué un rôle positif dans l'histoire du pays. Seulement 22% ont une opinion négative. Ça prouve bien que son héritage est loin d'être une affaire classée, c'est encore quelque chose de très vivant. Alors, au final, qui était Lénine? Le héros révolutionnaire qui rêvait de justice sociale ou le dictateur impitoyable qui a posé les fondations d'un État totalitaire? Eh bien, plus d'un siècle plus tard, la réponse, elle dépend toujours de la personne qui la donne. Et c'est peut-être ça finalement, cette ambiguïté qui refuse de disparaître, qui est la preuve la plus forte de son impact absolument monumental sur l'histoire.